Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à ceux qui ont rendu cette conférence possible. Et personnellement, je suis très, très heureux d'avoir cette occasion de venir échanger avec vous sur des thèmes qui sont, vous allez le voir, un peu compliqués, certainement très chargés politiquement, très chargés d'opinions très différentes. Qu'est-ce que je vais essayer de faire avec vous pendant, il a dit 50 minutes, ça veut dire 1 heure. Ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de voir comment est-ce que, dans la discipline qui est la mienne, qui est la sociologie politique, sociologie, c'est une réflexion sur comment est-ce que s'organisent les rapports entre les membres d'une société, dans des sociétés qui sont de plus en plus complexes. Mais sociologie politique, c'est aussi réfléchir à la manière dont, dans ces sociétés-là, le pouvoir, la domination, les rapports d'asymétrie entre des gens qui sont pas tout à fait égaux, même si formellement leur citoyenneté les place en membres égaux d'une société, c'est pas toujours le cas. Comment est-ce que ces rapports de force, de domination viennent à être régulés, organisés, pacifiés si possible. Vous allez voir que le thème qui nous est proposé aujourd'hui, l'identité, communautarisme, alors j'ai compris que l'identité était au pluriel et communautarisme au singulier, c'est intéressant, on va revenir là-dessus. Vous allez voir à quel point ces deux sujets-là sont au cœur à la fois de la difficulté d'une société d'imaginer comment elle peut organiser elle-même sa conservation, son appartenir ensemble, son vivre ensemble, lorsque on vient à mettre au milieu de cette discussion la question de la diversité religieuse, culturelle, mais aussi sociale, on va beaucoup le voir, toutes les formes de diversité, et comment au cœur de cette question de la diversité, tous ensemble dans une société qui peut se maintenir, comment la notion de pouvoir, de domination, qui peut prendre l'aspect de racisme, de discrimination, d'inégalité, pour accéder à un emploi, pour accéder à une formation, pour accéder à un loisir parfois, comment est-ce que finalement autour de cette question identité-communautarisme, on a beaucoup de choses qui se passent, qui sont au cœur des disciplines que j'ai mentionnées, la sociologie et la science politique. Rapidement pour vous dire, parce que quand on est sur des sujets aussi sensibles, c'est très important de savoir qui vous parle. Si quelqu'un d'autre était venu vous parler du même sujet, il n'aurait sans doute pas dit la même chose. Je suis chercheur, universitaire, donc je ne suis pas porte-parole d'une voix médiatico-politique. Mon travail, c'est d'essayer de déconstruire comment est-ce que cette société très compliquée fonctionne, à partir des outils qui sont des outils scientifiques, les sciences sociales. On pourra débattre, est-ce que les sciences sociales sont vraiment scientifiques, mais ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que l'université de tous les savoirs pourra organiser quelque chose sur ce sujet-là. Je suis un sociologue politique qui pratique beaucoup la comparaison internationale et qui a été en partie formé dans des universités à l'étranger. Le premier poste en tant que chercheur était dans une université en Grande-Bretagne, l'université de Warwick, et j'ai également enseigné, fait de la recherche à l'université de New York, je suis associé à l'université de San Diego en Californie. Donc je ne suis pas tout à fait le chercheur sociologue républicain pur jus. C'est quand même quelque chose qui va être intéressant dans notre discussion. J'ai un parcours qui a fait un détour, et ce détour me permet de mettre en question des choses qui, pour d'autres, mais la discussion est importante, qui pour d'autres sont évidentes. Alors on est aujourd'hui dans un débat politique, médiatique, où vous entendez parler d'identité nationale, vous entendez parler de port de la burqa, où vous avez une activité intense de journalistes essayant à faire sens de c'est quoi la burqa en France. Ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas de burqa en France. Pour qu'il y ait des burqas, il faudrait que la France ait connu une immigration en provenance de pays comme l'Afghanistan. Ce n'est pas l'histoire migratoire de la France. L'histoire migratoire de la France, c'est une histoire de l'immigration en provenance des pays anciennement colonisés, qui sont principalement les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, et d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, il n'y a pas de burqa en France, il y a des niqabs, très peu, mais il y en a. Et je crois que là, on a déjà l'indice de la difficulté de discuter de ces sujets. Tout le monde parle des burqas. L'Assemblée nationale qui a mis en place une commission d'enquête sur comment est-ce qu'on peut interdire la burqa en France. Les journalistes qui rendent compte dans leurs articles très régulièrement
de la burqa est un problème de rapport d'égalité de genre, est un problème d'enfermement de la femme, etc. Cette burqa-là est portée en général par des femmes musulmanes qui viendraient d'un contexte national très spécifique, qui est celui de l'Afghanistan, parce que l'islam a connu une diversification des cultures et des types de pratiques. Aujourd'hui, les femmes qui portent le voile intégral, qui voilent leur visage et leur corps, ne sont pas des afghanes. Et le vêtement qu'elles portent ne s'appelle pas la burqa, il s'appelle éventuellement le niqab, qui est un vêtement qui est une origine de la péninsule arabique. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple rapide, c'est que tout le débat a donné un mot pour désigner une réalité, et tous les gens qui utilisent ce mot savent que ce mot-là ne désigne pas la réalité dont ils parlent. Et déjà, je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, deuxième élément d'une introduction un peu courte, c'est que on m'a invité à parler sur les identités et le communautarisme, et j'ai peur que vous soyez très déçus finalement, parce que ma réponse va être très courte. Identité, je ne sais pas ce que c'est, et communautarisme, pour moi, c'est une notion qui n'a aucune pertinence, aucune utilité, ni dans le champ de la production scientifique, la sociologie, les sciences politiques, etc., ni dans le débat. C'est un mot, un énoncé, qui ne décrit pas une réalité, un peu de la même manière que je viens de l'évoquer à propos de la burqa. Donc, identité. Pourquoi est-ce que je dis que l'identité, je ne suis pas sûr de ce que c'est? Est-ce que je peux, moi, en tant que sociologue, définir l'identité? C'est être homme ou femme, jeune ou vieux, médecin ou assistante sociale, blanc ou noir, laïque, catholique ou musulman. Tout ça, c'est des dimensions de l'identité qui viennent. On pourrait rajouter beaucoup d'autres choses. L'orientation sexuelle est aussi une forme d'identité, par exemple. Mais cette manière de se définir soi-même est toujours réalisée, non pas d'une manière figée, stable, constante. Il y aurait l'identité, et les gens auraient des identités, un contenu d'identité. Voilà, l'identité, ça serait un réservoir, ils auraient qu'à piocher et montrer qu'ils ont une identité bien cernée. Non. L'identité et tous les aspects que je viens de mentionner, que ce soit le genre, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'origine ethnique, etc., tout ça, c'est des manières, des stratégies, qui sont toujours définies en flux. Ça change, ça évolue. Qui sont toujours définies en contexte. Le contexte A n'est pas tout à fait la manière, le même que le contexte B. La manière dont on se définit aujourd'hui dans la société française des années 2010 n'est pas tout à fait la même que vos camarades de votre génération auraient eu dans les années 70. Ça évolue tout le temps. Et surtout, l'identité est toujours définie sous le regard des autres. Et je crois que là, c'est une dimension qui est très importante pour vous montrer l'embarras que je peux avoir en tant que sociologue à donner une définition d'identité. Je suis Christophe Bertossi, sociologue, issu de l'immigration italienne. Je viens d'une petite ville du sud de la France. Je suis presque jeune. Je suis un homme. Et disons que je suis blanc. Ça, c'est la manière dont je me représente aujourd'hui devant vous. Sans doute, devant un autre public, et avant-hier, je serais présenté d'une autre manière. Et sans doute, demain, dans une autre situation, je me présenterai différemment. Donc, à un moment donné, on choisit qui on est. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous allez me voir d'une autre manière. Peut-être que vous allez voir un sociologue venant de Paris, et presque vieux. Sauf que je ne serai pas d'accord avec vous. Ce que je veux dire ici, c'est que dès qu'on parle d'identité, il y a toujours un malentendu. Et ce malentendu-là, il a un impact à la fois pour des gens qui, dans le débat public, doivent dire qui ils sont, parce que, à un moment donné, les médias, le débat politique s'intéresse, disons, aux immigrés. Parce qu'il y a des gens qui voient ces gens dont on impose le thème de l'intégration. Vous devez vous intégrer. Qui vont dire, mais nous, on n'a pas besoin de s'intégrer. Il y a des mots comme ça, il y a des catégories qui flottent dans le débat public, autour desquelles
certaines populations vont être obligées de se justifier. Musulmans, pas musulmans, laïcs, pas laïcs, issus de l'immigration, citoyens, etc., etc. Une identité n'est jamais figée, elle est toujours en contexte, elle est toujours dans une situation en particulier, et elle se fait toujours sous le regard de l'autre. Voilà pourquoi je ne sais pas définir l'identité. Communautarisme. Communautarisme, c'est une notion qui ne renvoie, pour dire quoi, simplement la manière dont une société, à un moment donné, la société française, énonce un problème. On est dans l'ordre du discours. Ce qui est très intéressant, c'est que communautarisme, dans le débat français, c'est toujours présenté comme une notion qu'on aurait importée du contexte anglo-saxon. Les États-Unis, la Grande-Bretagne sont des sociétés qu'on perçoit comme multiculturelles, qui sont dans la solidarité et la cohésion seraient organisées autour de la notion de communauté. Et dans ces pays-là, la communauté et non pas l'individu, les religions et pas la laïcité, l'ethnicité et pas la citoyenneté seraient les fondements de l'organisation du vivre ensemble. Alors là, il faudrait que je passe 3 heures pour vous expliquer que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot communautarisme ne vient pas du contexte anglo-saxon. Là encore une fois, c'est un mot qui a émergé dans le débat public autour des années 80-90, justement pour dire la France, ce n'est pas les États-Unis, la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, nous c'est la citoyenneté, la laïcité, eux c'est autre chose, mais ce mot-là est intraduisible en anglais. Lorsque je donne des conférences aux États-Unis, je suis dans l'incapacité totale de faire comprendre à mon auditoire ce que j'entends et ce que les Français entendent dans le débat public et politique par le terme communautarisme. Donc on est là avec quelque chose qui est un produit du débat. Et je dirais même plus un produit du débat politique. Le communautarisme, c'est le résultat des discussions politiques autour des thèmes de l'intégration en France dans les années 80-90. Ce n'est pas une réalité, c'est un mot combat. Et en tant que sociologue, je veux toujours utiliser des catégories qui, évidemment, font sens, déconstruisent le débat. Je ne vais donc pas pouvoir vous dire aujourd'hui que le communautarisme, ça correspond à une réalité. Bon. Lorsque je vais dire le mot identité, lorsque je vais dire le mot communautarisme, je voudrais que vous entendiez moins les mots que les guillemets que je mets autour. Et parce que, pour les raisons que je viens de rappeler, il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant de réfléchir aux guillemets que de donner une définition positive de contenu très figé aux notions eux-mêmes d'identité et de communautarisme. On est dans l'énoncé, et c'est un énoncé qu'il faut comprendre, il faut faire une sociologie de l'énonciation. Pourquoi ? À un moment donné, une société va définir ce problème-là à propos de ce groupe de population-là et à partir de ces catégories-là. Ça, c'est la question. Pourquoi, aujourd'hui, le mot communautarisme est utilisé dans les débats français sur l'intégration des populations issues de l'immigration? Pourquoi ces débats sur l'intégration des populations issues de l'immigration ne concernent pas toutes les populations qui sont issues de l'immigration, mais certaines d'entre elles? Et pourquoi, lorsqu'on débat des questions de l'intégration des populations issues de l'immigration, on aborde cette question toujours comme un problème? Lorsque vous entendez parler du mot communautarisme, c'est jamais pour dire que les choses passent bien. C'est toujours pour dire on a un problème, ce problème vient de leur communautarisme, et leur communautarisme les empêcherait d'être des citoyens comme les autres. Bien, prenons garde, voyons comment les discours fonctionnent, et pourquoi à un moment donné, une société comme la France, aujourd'hui, décrit le projet d'intégration comme un problème qui concerne certaines populations en particulier et pas d'autres, à partir de certaines problématiques et pas d'autres, de certaines catégories et pas d'autres. Le communautarisme est un mot qui, dans le débat, vient cristalliser tous ces aspects-là, et c'est ces aspects-là que je voudrais déconstruire aujourd'hui avec vous. Je voudrais essayer de faire cela en mettant en évidence 3 dimensions et 3 moments.
je viens de dire que ce qui était en jeu finalement, c'était la manière dont le débat médiatique, politique, sociétal, dont ce débat produisait des catégories, identifiait des problèmes qui étaient liés à certaines populations et pas à d'autres. On est là dans une activité de classement. Quand vous faites des catégories et que vous dites telle population appartient à tel groupe et telle autre appartient à tel autre groupe, telle population appartient à un groupe à problème quand d'autres populations n'appartiennent pas à un groupe à problème, vous classez. Et dans ce classement, il se passe aussi autre chose qu'une opération de jugement. On peut être un bon ou un mauvais citoyen, un bon ou un mauvais enseignant. On peut être un bon ou mauvais père de famille ou mère de famille. Et on reviendra tout à l'heure à la manière dont cette famille immigrée a été perçue comme à l'origine du problème des émeutes en 2005. C'est-à-dire que certains dans le débat public ont expliqué que si on avait eu des émeutes dans les banlieues françaises, entre guillemets, c'était à cause de familles polygames. Donc vous voyez que même dans la manière dont on juge ces populations, le rôle de père ou de mère apparaît et on juge, est-ce qu'ils sont de bons pères ou est-ce qu'ils sont de bonnes mères ou à l'inverse de mauvais et mauvaises pères et mères. De la même manière sur les associations, il y a des associations qui seraient bien et d'autres qui seraient moins bien. Il y a des associations qui seraient par exemple dans l'intégration, et on a aujourd'hui un prix de l'intégration qui est remis par le ministre français de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Intéressant comme nom de ministère. Mais en même temps, il y a des associations qui ne sont pas jugées de manière très positive dans le débat public, surtout lorsque on les perçoit comme étant précisément communautaristes, parce qu'elles vont essayer de négocier dans leur ville la construction d'une mosquée. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on classe et qu'on catégorise, qu'on crée des groupes et on dit les populations issues de l'immigration appartiennent à tel groupe ou à tel groupe, on juge. Et on juge leur capacité à être des bons ou des mauvais citoyens et on juge la manière dont elles se comportent socialement. Si on est dans ce jugement, il faut essayer de voir à quel niveau on va dire que les gens sont bien ou moins bien. À quel niveau est-ce que les gens vont être perçus comme étant bien ou moins bien intégrés. On est toujours sur cette question-là avec le communautarisme. Est-ce qu'ils sont bien intégrés, entre guillemets? Est-ce qu'ils ne sont pas bien intégrés parce qu'ils seraient communautaristes? C'est l'autre partie de la question. Mon point de vue, et l'argument que je voudrais discuter avec vous, c'est que cette opération de juger le bon et le mauvais citoyen, la bonne ou la mauvaise intégration, s'organise à 3 niveaux. Le premier niveau, il faut que le sociologue se mouille un petit peu. Le premier niveau concerne les catégories que les scientifiques utilisent. On est aussi, nous, en tant qu'universitaires chercheurs, dans le débat public et on participe à toutes ces questions. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à quelles sont les catégories qu'une discipline, par exemple comme la sociologie, a créées dans un moment particulier pour essayer d'expliquer la question de l'intégration. Ça va être mon premier point et je vais vous raconter un moment un peu particulier qui est celui de la naissance de la sociologie à la fin du 19e siècle, qui est une époque très importante pour nous parce que c'est le moment de construction. C'est la dernière pierre mise à la maison État-nation. Et l'État-nation, c'est quelque chose qui est très important pour discuter des questions liées à l'intégration et à la citoyenneté. Il y a un deuxième niveau où se joue la catégorisation, le jugement, est-ce qu'ils sont bien intégrés ou moins bien intégrés, c'est le débat politique. Et ce débat politique, je vais l'illustrer par une deuxième époque, un deuxième moment, qui va être pris entre les années 80 et aujourd'hui. Les années 80, c'est le moment de réinvention de la France républicaine, de cette idée que la France doit intégrer les migrants à partir des valeurs et des principes de la République. Eh bien, il faut revenir à ce débat politique pour voir ce qu'il a produit en termes justement de catégories et de définition du problème de l'intégration. Et le troisième niveau où les gens font ce tri, classent les gens entre le côté de la bonne intégration, de la mauvaise intégration, le côté de la bonne identité, de la mauvaise identité, le côté de la bonne citoyenneté, de la mauvaise citoyenneté, c'est dans la vie courante, c'est dans la vie ordinaire, la vie sociale
routinière. Et je voudrais illustrer ça par des résultats récents d'une recherche que j'ai réalisée sur les Français qui, issus de l'immigration postcoloniale, c'est-à-dire des pays du Maghreb et d'Afrique, sont rentrés, sont engagés dans les armées françaises devenues professionnelles. Et qu'est-ce qui se passe pour eux au quotidien une fois qu'ils sont engagés dans les armées? Là, on va voir d'autres types de relations entre des gens, mais on voit finalement que là encore, les catégories de bonne intégration, mauvaise intégration, communautarisme, ethnicité, islam, etc., sont très fortes. Donc 3 niveaux, le discours savant, deuxième discours, le discours politique, troisième discours, le discours des gens normaux, j'allais dire, la vie courante, la routine du fonctionnement d'institutions importantes comme l'armée, mais ça pourrait être d'autres institutions comme l'hôpital, comme l'école. Alors, mon premier moment est la première dimension. L'idée, c'est de voir 2 choses. Comprendre pourquoi la sociologie a tout de suite posé cette question communauté, individu, société, parce que c'est une manière de formuler la question qui a un impact encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, comment on l'a fait et quel impact ça peut avoir aujourd'hui. En gros, comment est-ce que ce discours de la sociologie se construit sur des catégories fondamentales dans lesquelles on va retrouver la notion de communauté et de société. La deuxième chose que je voudrais vous montrer avec ce premier moment, cette première dimension, c'est que ce n'est pas par hasard que la sociologie pose ces questions-là à la fin du XIXe siècle. Et que la fin du XIXe siècle, c'est un moment de transformation radicale de la société française comme d'autres sociétés européennes. Et c'est un moment de création de l'État-nation, et l'État-nation a un impact déterminant dans la définition de catégories qu'on utilise encore aujourd'hui dans les débats, qui sont celles de la citoyenneté, de la souveraineté, de la laïcité peut-être, etc. Or, quelle est, je viens de parler de la transformation radicale de la société française à la fin du XIXe siècle, quelle est cette transformation? Elle est de 2 ordres. Le premier niveau de la transformation, c'est un peu, si vous voulez, l'espace qui sépare Balzac de Zola. Je pense que vous avez au moins lu Germinal, au moins vu le film, en entendu parler. Il se passe quelque chose d'important dans la France du XIXe siècle qui a à voir avec l'industrialisation. C'est la révolution industrielle qui va transformer radicalement l'organisation de la société française. Pourquoi? Parce que les gens quittent leur campagne pour aller travailler dans des usines. La majeure partie de ces usines sont dans des grandes villes. Donc l'industrialisation, ça va aussi avec l'urbanisation, et vous avez des grandes villes qui émergent comme ça. Ces gens qui vont travailler dans les usines, qui sont des ouvriers, sont une nouvelle classe sociale qui n'existait pas véritablement avant. Donc la société voit apparaître un nouveau groupe qui va venir se concentrer dans certains quartiers de ces grandes villes, Paris, à Lyon, à Manchester, à Londres, etc. Et vous allez du coup avoir 2 choses qui vont se passer. D'abord, vous allez avoir une concentration de pauvreté, de précarité, de fragilité sociale et économique dans des endroits très petits, les quartiers ouvriers. Là, vous allez avoir des familles complètement désœuvrées, le père ouvrier, des familles qui vont avoir du mal à se maintenir la tête hors de l'eau, et vous allez avoir une nouvelle forme de pauvreté, et cette pauvreté-là, elle est concentrée dans les grandes villes, et elle vient proche aussi de là où sont les richesses. Donc la ville devient un monde fragmenté, fracturé en 2, les plus pauvres côtoient les plus riches. Industrialisation, urbanisation, et du coup, un enjeu nouveau qui est celui des classes sociales et de la lutte des classes sociales
Encore une fois, notre grand témoin et l'un des pères fondateurs d'une certaine manière de la sociologie, c'est Marx. Et Marx, son travail de philosophe et de sociologue a été de mettre en évidence que cette transformation de la société, industrialisation, urbanisation, paupérisation, les gens deviennent plus pauvres aussi, mais d'une autre manière, crée un enjeu de lutte des classes. Et l'État, pour venir réguler cette lutte des classes, va mettre en place un système qui est nouveau, qui s'appelle l'État-providence. Donc vous voyez que cette première transformation, elle a des implications très importantes, à la fois du point de vue de comment est-ce que les gens vivent ensemble, et ensuite comment est-ce que les institutions organisent cette nouvelle société. Comment est-ce que les gens vivent ensemble? Avant, ils vivaient dans des relations de face à face, dans les campagnes. Ils étaient dans des villages, les communautés se connaissaient, on connaissait les familles, on se connaissait tous personnellement. Et d'un coup, ce processus de modernisation, d'industrialisation et d'urbanisation projette les individus dans des relations où ils ne connaissent plus personnellement les gens qui les environnent. Ils ont d'autres types de solidarité les uns vis-à-vis des autres. Ils sont peut-être ouvriers, ça fait un lien. Ils sont peut-être français, et là, du coup, vous voyez apparaître une autre dimension. Parce que dans des relations de face à face, dans les campagnes, avant que les grandes villes n'émergent, vous aviez une France du multiple. Les gens parlaient les patois. Les gens avaient des identités régionales très fortes, et même à l'intérieur des régions, des identités de pays. Ils étaient locaux. D'un coup, la transformation de cette société les projette au niveau national. Et on leur dit, vous n'avez plus à connaître personnellement, en face à face, les gens qui vous environnent pour vous sentir appartenir à la même société. Parce que cette société a changé. Vous n'êtes plus un pays, un paysan local, vous êtes un citoyen. Pour expliquer cette transformation, ce basculement de relations très proches où on se connaît tous, vers des relations très abstraites où on ne se connaît pas, les sociologues ont proposé de définir ce qu'on appelle en sociologie types idéaux, c'est-à-dire deux paradigmes, deux modèles pour décrire le passage. Et là, on va retomber sur la notion de communauté. Lorsque les gens étaient comme ça dans les villages, ils se connaissaient dans la paroisse, ils se connaissaient vraiment très très bien, les familles allaient se balader le dimanche ensemble l'après-midi. Les sociologues vont dire qu'on était dans des sociétés qui n'étaient pas tout à fait des sociétés, qui étaient des communautés. Vous avez toute une série de sociologues, pères fondateurs de la sociologie, qui vont définir tour à tour la communauté comme étant Gemeinschaft, la communauté au sens de tennis. Durkheim va parler de solidarité mécanique, peu importe, et Weber va parler de communalisation, c'est-à-dire un groupe qui est très très fort, très soudé, justement sur des relations interpersonnelles parce que tout le monde se connaît. Le basculement vers la société moderne de la fin du 19e siècle, où les relations sont beaucoup plus abstraites, elles sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et elles mettent beaucoup plus l'individu en danger, ça va s'appeler une société, ça va s'appeler une socialisation, pour reprendre le vocabulaire de Weber. Donc là, la société qui s'est transformée, la sociologie est venue pour mettre des mots dessus, pour dire on est en train de changer totalement la façon dont on vit ensemble, et il faut essayer de comprendre, et pour comprendre, ils ont opposé ces deux notions, communauté et société. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de mieux comprendre ce qui se passait, communauté, société, c'est-à-dire que les gens soit se connaissent bien, soit c'est plus flou pour eux, qu'est-ce qui les rattache les uns aux autres. Mais il y avait derrière un projet politique aussi pour ces premiers sociologues, qui étaient Durkheim, Weber, Tönnies, etc. Le projet politique, c'était une crainte. Et vous allez voir que cette crainte, de la manière dont elle s'exprime, ressemble beaucoup à la crainte qu'on entend dans le débat public aujourd'hui. Cette crainte, c'était, si on est aujourd'hui dans des sociétés où les gens ne se connaissent plus très très bien personnellement, mais qu'on est dans une solidarité qui est très abstraite, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui rapproche quelqu'un qui habite à Perpignan de quelqu'un qui habite à Cherbourg? Quel est son lien? À la fin du 19e siècle, on lui répond, mais monsieur, c'est la citoyenneté. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce qui m'en rattache? Et là, les sociologues sont très inquiets.
Ils ont très peur que la société qui s'est construite d'une autre manière ne livre l'individu à lui-même. Qu'on ait finalement une société complètement atomisée, d'individus sans attache, d'individus sans lien, ce que Durkheim appelle l'anomie, et il va expliquer que le taux de suicide dans une société s'explique par la perte de lien des gens dans cette nouvelle société qui les met en danger. Donc les sociologues vont dire il faut créer du lien. Il ne faut pas que les gens soient livrés à eux-mêmes, il ne faut pas que la société soit composée de gens sans attache. Il faut qu'il y ait une morale, un effort, un engagement qui les réunisse. Eh bien, ces sociologues vont trouver dans Rousseau, par exemple, et le contrat social, l'idée qu'il va répondre à leurs craintes. Il faut créer le sentiment très fort d'appartenance à l'identité nationale. Et pour créer cette identité nationale, il y a des machines, il y a des fabriques qui vont être utilisées. C'est ce que Durkheim appelle les institutions secondaires, mais c'est l'école, c'est le service militaire, c'est la paroisse, c'est le parti politique et pendant longtemps le parti communiste. Donc, c'est à la société de fabriquer le lien, mais c'est à l'individu de se projeter dans quelque chose qui s'appelle la citoyenneté nationale, avec les valeurs qui vont avec, et c'est à l'école de former le bon citoyen. Vous voyez qu'en l'espace de 40 ans, tout a changé. On a une nouvelle classe, les classes laborieuses, classes dangereuses, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Louis Chevalier. On a l'État-providence pour essayer de pacifier la relation entre les pauvres et les moins pauvres. On a la citoyenneté nationale pour dire vous appartenez au même espace. Et on a des héros de l'identité nationale et de la citoyenneté nationale que sont les adjudants-chefs dans les casernes qui reçoivent les conscrits, ceux qui font leur service militaire obligatoire. On a les enseignants, les hussards noirs de la République, qui jouent le rôle mythique de fabrication de cette nouvelle société française, pour reprendre aussi le titre d'un ouvrage très connu d'Eugène Weber, où on va transformer les paysans en français. Il faut créer l'identité nationale française. En gros, on crée un lien citoyen. Alors, ce qui est intéressant par rapport à tous les débats qu'on a aujourd'hui sur l'identité et le communautarisme, c'est que vous entendez en même temps, comme ça, des idées qui s'entendent encore aujourd'hui dans la discussion. La citoyenneté, l'école qui doit être libératrice et créer une appartenance de citoyen, former le citoyen éclairé. Vous voyez qu'il faut que l'individu se libère d'identités qui n'ont rien à voir avec sa citoyenneté. Tout ça, c'est un projet qui naît au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, ça ne concerne pas du tout les immigrés. Et là, c'est le dernier point sur ce premier moment, première dimension que je voudrais marquer de manière importante, parce que c'est intéressant. Cette crainte de la désintégration, pour le dire vite, de cette société qui se transforme, c'est une question générale. Elle concerne à la limite les Bretons, les Basques et les Auvergnats, mais elle ne concerne pas les immigrés. C'est pas parce que la France ne connaissait pas d'immigration à cette époque. La France est un pays qui a une très ancienne histoire de l'immigration. Et le XIXe siècle est un siècle où il y a une immigration polonaise, italienne vers la France. Mais ces immigrés-là ne sont pas perçus à partir de la grille de lecture intégration-désintégration. Ils sont perçus à partir d'autres grilles de lecture. Une grille de lecture importante pour l'immigration à l'époque, c'est la question de l'allégeance et de la loyauté. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent devenir des citoyens comme les autres, ou est-ce que ça va être des traîtres? C'est intéressant, par exemple, que toute la question de l'immigration au XIXe siècle en France va avoir plusieurs résultats. Le premier résultat, c'est de définir le mode d'entrée dans la nationalité française. C'est la grande loi de 1889 qui va dire qu'on devient français par naissance et en fonction du lieu où on est né. C'est le double principe du droit du sang et du droit du sol, qui va être perçu après comme une invention républicaine. Lorsque les étrangers ont vocation à rester en France, ils ont surtout vocation à devenir français. Cette idée-là, c'est une idée du XIXe siècle. Et en même temps, ils deviennent français, mais on ne leur fait pas tout à fait confiance. Dans les années 30, par exemple,
le droit de la nationalité va se refermer un petit peu plus, et certaines professions qui sont jugées à risque vont être fermées aux étrangers. Les pharmaciens, par exemple, parce qu'ils ont accès à des substances chimiques qui peuvent être à la fois des médicaments, mais aussi des poisons. Donc on va dire, on ne peut pas devenir pharmacien et gens de laboratoire si on est étranger. Aujourd'hui, en résultat intéressant de cette fermeture progressive du droit de la nationalité et l'accès à certains métiers en France, on est resté sur ces régimes pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous avez un tiers du marché du travail qui est fermé pour les étrangers, en vertu d'une législation qui s'est sédimentée progressivement, mais depuis cette époque dont je vous parle, la fondation de la République comme État-nation. Une autre manière, donc la première manière de gérer l'immigration, c'est du point de vue de la question de la loyauté. Une autre question qui se pose à ce moment-là aussi, sur l'intégration des intégrations, c'est que la France de l'intégration est créée avec la Troisième République, mais pas pour tout le monde. La citoyenneté de l'intégration en France est très condamnable.